Souleymane Niang. Au sommaire du journal, la mort brutale d'un homme après qu'il a été heurté par le TER. C'est la première victime du train express régional depuis son démarrage il y a un peu plus d'un an. La victime serait un déficient mental. À Saint-Louis, 2 talibés décédés dans l'explosion d'une citerne hier ont été inhumés. S'agissant de l'enquête, 4 personnes déjà entendues par la police. Nous reviendrons sur l'enquête ouverte par le parquet national financier de France sur des soupçons de corruption dans l'attribution du marché des permis numérisés et des plaques d'immatriculation octroyées à la société française Gemalto par l'État du Sénégal. Dans ce journal, la réaction de la société civile. Tournée économique du président de la République à Thiès. Au menu ce jeudi, un conseil présidentiel sur le développement de la région. Vous entendrez le chef de l'État sur l'importance qu'il accorde à Thiès. À suivre également les mots d'Idrissa Seck qui reconnaît que la vision de Macky Sall a dépassé Diamniadio. Dans notre rubrique Point de vue, nous nous arrêterons sur l'un des volets les plus importants de la tournée économique du président de la République à Thiès, la relance des chemins de fer. À la mise en onde de ce journal, Alioune Ba. Souleymane Niang. Le train express régional fait une première victime. Un homme a été percuté ce matin par un train en provenance de Diamniadio. Selon les premiers éléments d'enquête, la victime serait un déficient mental. La circulation entre Diamniadio et Rufisque a été interrompue pendant plusieurs heures. Plus de détails avec Anna Rocha. C'est la première fois depuis son inauguration il y a un an qu'un tel accident mortel se produise. Ce matin à 7h30, un train en provenance de Diamniadio a heurté une personne sur la voie ferroviaire, explique un communiqué conjoint de la SENTER et de la CETER. La victime, selon nos informations, est un déficient mental. D'ailleurs, un incident presque similaire s'était produit sur le même site, sauf que la victime s'en était sortie avec une blessure légère au bras. Le groupement de gendarmerie du TER et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont géré l'accident. C'est peu avant midi que le site a été dégagé et la victime évacuée. Le train qui a percuté l'homme décédé est lui actuellement en maintenance, mais la circulation a repris sur cet axe, explique au bout du fil un responsable de la SENTER. Les intrusions sur cet axe Rufisque-Diamniadio sont fréquentes. L'emprise, en fait, est un ancien abri de déficients mentaux et de SDF déguerpis pour la construction du train express régional. Mais ils ont toujours tendance à revenir. Retour à présent sur l'explosion d'une citerne survenue au quartier sud de Saint-Louis hier. 4 personnes ont déjà été entendues dans le cadre de l'enquête. Les 2 talibés décédés dans l'accident reposent désormais au cimetière Marmial. Ousseynou Diop. Les 2 talibés, Isma Ba et Isma Sow, tués hier par l'explosion d'une ancienne citerne au quartier sud, ont été inhumés à Saint-Louis. Selon le marabout des disparus, Moussa Sow, ils ont été enterrés à Marmial en présence de leur famille venue de Ndiol et au Ressena à Rosbekio. Les 2 talibés, Isma Ba et Isma Sow, ont été enterrés hier dans la nuit. Isma Ba est originaire de Ndiol et Isma Sow de Ressena. Ils ont été inhumés en présence de leur famille. Pour le marabout des victimes, les enquêteurs doivent faire leur travail pour situer les responsabilités. Nous voulons que la justice fasse son travail. 2 talibés ont été tués et il faut situer toutes les responsabilités. Pour le moment, l'enquête suit son cours. Selon nos sources, le chef du chantier, le propriétaire de la maison, le maître coranique et le gardien du chantier ont été auditionnés puis libérés par les enquêteurs. Ousseynou Diop, Saint-Louis, RFM. S'agissant du décès du jeune Talla Kandji en fin de semaine dernière à Keur-Massar, les causes sont désormais connues. Ce jeune homme de 20 ans qui a perdu la vie des suites d'une blessure par balle, l'autopsie révèle une mort accidentelle. Inhumé hier soir au cimetière de Keur-Massar, le jeune Talla Kandji est décédé vendredi donc et le corps était à la morgue de l'hôpital principal de Dakar. Les parents de la victime ne comptent pas lâcher l'affaire. Aminata Ba.
Après plusieurs jours d'attente et d'inquiétude, la famille Kandji a finalement récupéré hier soir le corps de son fils Talla Kandji, décédé depuis vendredi dernier à l'hôpital principal de Dakar. L'inhumation a eu lieu tard dans la soirée au cimetière musulman de Keur Massar. L'autopsie révèle une mort accidentelle. Selon son père, Ibra Farah Kandji, la famille va se concerter avant d'entamer des procédures judiciaires. Il estime que son fils Talla avait reçu une balle des éléments de la brigade de gendarmerie de Keur Massar au moment où l'ASC Santéal de Aladji Pathé jubilé après avoir gagné un trophée. Mais son évacuation dans les hôpitaux a posé énormément de problèmes. De 0h à 4h du matin, la famille Kandji a fait le tour des structures de santé qui ont refusé de l'accueillir et pour motif manque de lit. Selon les propres termes du père de la victime, Amia Taba, Keur Massar, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Évoquons maintenant le Conseil présidentiel sur le développement de Thiès ce matin, présidé par le chef de l'État. Dans son discours inaugural, le président Macky Sall a souligné que Thiès est une région d'avenir. Il s'est engagé à relancer les chemins de fer et de faire de Thiès un hub aéroportuaire. Voici Macky Sall au micro de Charanta Diop. Je puis d'ores et déjà dire que Thiès est une région en devenir, avec entre autres le développement accéléré de l'horticulture, du tourisme, de l'exploitation minière et du pôle urbain de Daga-Kholba, la réalisation du port multifonction de Ndayane, l'émergence des zones économiques spéciales de Diass, Sandiara et Ndayane, et l'émergence de l'agropôle ouest avec l'entente Malicounda-Nguyen-Sandiara, la réhabilitation du chemin de fer. Et à ce propos, je voudrais vous dire que Thiès est connu comme étant Benedek Nyarigar. J'aimerais faire de Thiès Benedek Nyatigar avec la future gare TR qui pourrait arriver donc le TR à Thiès après la seconde phase vers AIBD. Vous serez Benedek Nyatigar. Mais nous avons aussi la montée en puissance, je l'ai dit, du hub ferroviaire. Le développement de l'aéroport international Blaise Diagne qui verra également l'augmentation de ses capacités d'accueil avec la construction d'un nouvel aérogare à terme, et tout ceci dans le secteur pour dire que également dans le secteur du transport aérien, Thiès va rester le pôle par excellence de formation en matière d'éducation et d'enseignement supérieur avec également l'académie aérienne qui permettra la formation de tous nos cadres de l'aéronautique civile et militaire. Selon les chiffres du gouvernement, en tout, quelques 905 milliards de francs CFA seront investis les 3 prochaines années en termes d'investissement public dans la région de Thiès, sans compter plus de 2000 milliards qui seront investis par le privé. Le chef de l'État s'est par ailleurs félicité de l'esprit républicain du maire de Thiès, le docteur Babacar Diop, qui l'a chaleureusement accueilli. Macky Sall s'engage dans la foulée à l'accompagner. Le président Sall a saisi l'occasion pour s'insurger contre les maires qui ne respectent pas les institutions et les personnalités qui les incarnent. Il a d'ailleurs demandé aux autorités en charge de la décentralisation de relever les manquements dans la gestion des collectivités territoriales et de les sanctionner. On l'écoute. Maire de la ville. Je remercie le maire Babacar Diop pour son caractère républicain. Une personne normale doit être en mesure de savoir la responsabilité qui lui incombe. Une mairie ne doit pas avoir de couleur, mais c'est le maire qui doit avoir une couleur et cette couleur doit se limiter à ses habits. La mairie est un démembrement de l'État, donc tout maire qui n'a pas un esprit républicain doit être remis à sa place parce que les couleurs de la République doivent être claires dans la tête de tous les maires. Ce n'est pas parce qu'on est élu maire qu'on doit penser qu'on ne doit pas se soumettre aux exigences de la République. Celui qui va s'aventurer sur le terrain doit être sanctionné par les autorités en charge de la décentralisation si elle relève bien sûr des manquements dans sa gestion. Donc, je remercie le maire de la ville parce qu'il comprend parfaitement son rôle de premier magistrat de la ville de Thiès. Et nous allons l'accompagner parce qu'aussi, c'est notre devoir d'accompagner les maires qui sont au service de la population. Le Conseil présidentiel sur le développement de Thiès qui se poursuit à l'instant avec les prises de parole dont celle du président du Conseil économique, social et environnemental Idrissa Seck
qui fait son mea culpa. Il reconnaît que la vision du président Macky Sall dépasse largement Diamniadio. C'est en allusion à la critique que le leader du parti Rewmi avait faite quand il était dans l'opposition. Idrissa Seck souhaite aussi à Macky Sall d'avoir la lucidité de faire le bon choix pour une sortie honorable. Nous l'écoutons. Je vous ai vu vous battre avec élégance et fermeté pour défendre les intérêts de l'Afrique dans le monde, en Occident comme en Orient, comme en atteste votre récente visite à Poutine, pour que la guerre n'impacte pas les populations africaines. Quand j'ai vu tout cela, je suis tenté de confesser devant les miens que vous avez admirablement répondu à l'une de mes critiques les plus emblématiques au cours de la compétition électorale de 2019, disant que votre vision s'arrêtait à Diamniadio. Vous avez fait la preuve qu'elle va bien au-delà. Il me reste à présent, pour conclure, Monsieur le Président de la République, d'adresser une prière à votre endroit. Qu'il plaise au Seigneur des mondes de continuer à raffermir vos pas, à dilater votre poitrine pour que vous acceptiez toutes les critiques, celles qui sont contributives comme celles qui sont abusivement injustifiées. C'est une des exigences du leadership et vous en êtes un remarquable. Qu'il continue d'apaiser votre cœur, de fortifier votre esprit pour que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours déjà exceptionnel d'une telle beauté qu'il n'y aura pas d'autre choix que de vous garantir, après une longue et heureuse vie auprès des vôtres, une mention honorable sur les langues de la postérité. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le projet Agropole Centre bientôt installé dans la commune de Madina Sabakh, ce qui va permettre de booster l'agriculture dans la zone. Un projet créateur d'emplois, une audience publique de restitution des résultats de l'étude sur l'impact environnemental du projet s'est tenue dans les locaux de la mairie. Là-dessus, écoutons Doudou Ndiaye, il est le coordonnateur régional de l'Agropole Centre, il est au micro de Fatoumbo. Le module régional de Kaolack de l'Agropole Centre, ce sera implanté dans la commune de Médina Sabakh. Le module régional, ce sera une plateforme industrielle qui participera, qui amènera les populations, qui amènera les producteurs pratiquement sur toute la région de Kaolack à leur offrir une plateforme à travers laquelle ils pourront procéder aux transformations de leurs produits agricoles. L'Agropole Centre a comme filière phare, je dis bien ces filières phares, c'est des filières de référence. Ceci n'empêche pas qu'on puisse travailler sur d'autres filières. C'est le sel, c'est l'arachide, ce sont les céréales. Mais ça offrira aux populations, aux producteurs, une plateforme sur laquelle ils pourront faire procéder aux transformations de leurs produits agricoles qui va leur certainement leur donner plus de valeur et va créer, avec cette chaîne de valeur, va créer plus d'emplois et va créer plus de richesses pour ces populations. Parce qu'il est reconnu partout que l'État ne crée pas la richesse. L'État met les infrastructures, l'État met les conditions pour demander maintenant aux populations en retour de pouvoir saisir cette opportunité qui est là, cette plateforme qui est là, pour participer à la production de la création de richesses et participer à la dynamique économique de ce pays. Donc c'est tout l'intérêt d'ailleurs de cette audience publique qui va d'abord renforcer l'information, qui va d'abord renforcer la sensibilisation par rapport à cette future agropole qui va s'installer et pour demander aux populations davantage d'adhérer au projet. La foire internationale de Kaolack bat son plein, mais il n'y a pas encore de rush. 2 semaines après le démarrage, les exposants se tournent les pouces et interpellent les organisateurs plus précisément. Reportage Fatoumbo. Après 2 semaines de l'ouverture de la foire internationale de Kaolack, ce n'est pas le grand rush. Les activités au ralenti, les clients se font désirer. Non, il n'y a pas d'affluence, mais les clients ne viennent pas. Il y a un peu de monde, mais pas assez comme ce qu'on attendait par rapport aux produits naturels qu'on fait. Nous transformons des produits halieutiques. Ça ne marche pas du tout. Tu peux rester toute une journée sans pour autant qu'on te dise « vends-moi ». D'une manière régulière. Une situation qui indispose plus d'un. Les exposants listent ainsi leurs mots. Mais aussi, il faut vendre pour pouvoir couvrir les faits. Parce que moi, personnellement, nous, on a 2 éléments qui sont de Kaolack. Oui, ça impacte bien notre activité parce que nous avons dépassé une grosse somme d'argent pour assister dans ce foire-là. Il doit laisser les portes ouvertes
sans garde-corps, sans aucun problème. Pour ce qui est de la vente des produits halieutiques, Teningsar fustige le comportement des Kaolakois. Elle invite par ailleurs. J'ai fait un constat. Il y a les Kaolakois eux-mêmes qui achètent entre eux. Et ça, c'est pas du tout normal. Si on dit faire, ça veut dire échanger. C'est vraiment désolant. À la FICA, l'absence des clients est sur toutes les lèvres. Une année pas du tout fructueuse à cause du Magal de Porokhane et celui du Gamou de Taïba Niassène, soulignent nos interlocuteurs. Fatou Mbow, Kaolack, Radio Futur Média. Allons maintenant à Tambacounda avec Abraham Paul Pouy. Le comité départemental de protection des enfants sollicite la construction d'un centre d'accueil pour les petits, ce pour mieux protéger et accompagner les filles. Le centre de Tambacounda ne dispose que de 20 lits et ne répond pas aux normes. Le comité lance un appel à l'État et aux bonnes volontés. Koumba Diop Niang, point focal du comité et chef de service action sociale de Tambacounda avec Abraham Paul Pouy. Les filles à l'honneur pour exposer les difficultés des enfants de Tambacounda. Elles ont évoqué point par point, elles ont parlé de l'excision du mariage d'enfants, des mariages forcés, des grossesses précoces, de l'exploitation des enfants, de la maltraitance des enfants. Une manière de sensibiliser les populations sur les droits des enfants. Les différentes problématiques de notre département ont été évoquées. Nous avons une problématique d'état civil. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'état civil. Il y a aussi les mariages d'enfants, vraiment, qui est une problématique de protection dans notre zone. La déperdition scolaire, le travail des enfants, c'est tant de problématiques qui secouent vraiment le département de Tambacounda. Tout s'est déroulé sous le regard de l'entraîneur Aliou Cissé, ambassadeur de l'UNICEF. Des jeunes filles motivées, des jeunes filles qui réclament leurs droits et je crois que c'est légitime. Des jeunes filles qui veulent regarder l'avenir avec beaucoup plus avec un peu plus d'espoir. Donc nous sommes là pour les accompagner et leur faire comprendre tout simplement qu'ils ont raison d'avoir confiance. Ils ont raison aujourd'hui de croire que l'avenir sera meilleur. Et l'avenir, par contre, ça se prépare aujourd'hui. Après avoir écouté les enfants, UNICEF, son ambassadeur et leurs partenaires comptent faire des plaidoiries pour la protection des enfants. Abraham Paul Pouy, Tambacounda, Radio Futur Média. Abraham Paul Pouy qui nous parlait des jeunes filles à Tambacounda, mais comme je vous le disais, le point focal du comité et chef de service action sociale de Tambacounda lance un appel à l'État et aux bonnes volontés pour renforcer le centre de Tambacounda qui accueille des jeunes filles. Je vous propose de l'écouter au micro d'Abraham Paul Pouy. Nous avons un problème de centre d'accueil digne de son nom. Vous savez que le département de Tambacounda est un département qui a des frontières avec nos pays voisins. Nous avons la Gambie, les deux Guinées et le Mali aussi, même la Mauritanie. Vous savez que donc, nous recevons des enfants qui nous viennent du Mali, plus particulièrement de Kidira, des enfants aussi qui nous viennent des deux Guinées et aussi de Kolda. Donc ces enfants, quand nous les recevons, nous avons une équipe mobile au niveau du CDPE. Et ces équipes mobiles font des descentes sur le terrain et récupèrent des enfants. Mais quand on a des enfants, on les place dans les centres d'accueil. Comme le centre que nous sommes ici, c'est le centre du service départemental de l'action sociale. Ce centre a une capacité réduite, une capacité de 20 enfants seulement. Donc le plaidoyer que nous faisons toujours, c'est un centre d'accueil digne de son nom, avec toutes les commodités, comme le centre Guindi qui est à Dakar, pourquoi pas ici à Tambacounda. Parce que nous avons un problème d'hébergement des enfants et il faudra aussi avoir des techniciens comme des travailleurs sociaux. Nous serons régulièrement avec les enfants et aussi il y a des prises en charge. Et puis le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal va organiser une marche mercredi prochain. C'est pour dénoncer une augmentation du nombre de chômeurs dans notre pays. Les responsables du RDSES sollicitent une audience avec le président de la République. Le regroupement des diplômés sans emploi du Sénégal était en conférence de presse ce matin. Compte rendu, Mariama Diallo. Les diplômés sans emploi du Sénégal expriment leur ras-le-bol sur le taux élevé du chômage. Yves Zalé est le coordonnateur du collectif. Aujourd'hui au Sénégal, le marché reçoit chaque année 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi.
Parmi ces 300 000, c'est dans les 60 à 70 000 qui trouvent un emploi. Donc chaque année au Sénégal, nous avons 230 à 220 000 chômeurs de plus. Vous le faites pendant 5 ans, pendant 10 ans, le calcul il est facile à faire. Suffisant pour que les diplômés sans emploi annoncent une marche. Aujourd'hui, il y a un chômage chronique. Mais malheureusement, le chef de l'État, le président de la République, ne prend pas les mesures qu'il faut par rapport à cette question. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé la tenue d'une concertation nationale contre le chômage. Mais aussi, nous allons organiser une marche le mercredi 15 à partir de 10h de la part de l'indépendance jusqu'au palais pour alerter une fois de plus le président de la République par rapport à cette situation. Mais aussi, nous lançons un appel au ministère de l'Enseignement supérieur, au directeur du COUD, parce que la direction du COUD donne des emplois. Donc pourquoi pas donner des emplois aux diplômés des universités. Il demande une concertation pour résoudre les problèmes de ces jeunes. Ce que nous attendons de l'État, qu'il organise une concertation au sortir de laquelle une orientation de l'emploi sera trouvée. Concernant les emplois publics, aujourd'hui, vous savez que les emplois publics, c'est un clientélisme politique dans le recrutement à la fonction publique, dans le parapublic, mais aussi les professions libérales aujourd'hui sont verrouillées par les barons qui sont là-bas. Mais l'entrepreneuriat, c'est un problème parce que les gens n'ont pas accès au financement. Pour l'agriculture, les gens n'ont pas accès à la terre. Aujourd'hui, le marché. Les diplômés sans emploi pensent que le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes est insuffisant pour absorber tous les jeunes en quête d'emploi. Avant de boucler la première partie de cette édition, cette information relative au recours introduit par les avocats de Ousmane Sonko contre l'ordonnance de renvoi devant la chambre criminelle prise par donc le procureur dans l'affaire Suite Beauté. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a renvoyé l'affaire au 14 février prochain. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Séisme en Turquie et en Syrie, le bilan ne cesse de s'alourdir. On déplore désormais au moins 17 500 morts selon le dernier bilan officiel réactualisé à la mi-journée. 17 500 morts, 14 351 personnes ont été tuées en Turquie selon le vice-président turc et 3 162 personnes en Syrie selon les bilans officiels, ce qui porte à 17 513 le nombre total de victimes. Au Niger, plusieurs terroristes neutralisés cette semaine par l'armée. Une cinquantaine sur les divers fronts où l'armée nigérienne mène le combat contre les groupes armés. C'est ce que révèle le dernier bulletin des opérations des forces armées publié hier mercredi. Salimata Aou. Au nord du pays, dans la zone de défense numéro 2, l'escorte du convoi public de Tabascat a fait l'objet d'une attaque par des individus armés. La riposte a permis d'appréhender 10 assaillants. 2 blessés sont dénombrés du côté des fans. À l'est, les troupes de la zone multinationale mixte ont mené une opération spéciale. Ainsi, plusieurs frappes menées dans ce cadre ont permis d'appréhender 36 présumés terroristes. Des accrochages ont aussi eu lieu au niveau de la zone d'opération d'Al-Mahlou où des motos, véhicules de trafic de carburant ont été saisis. Les forces armées nigériennes poursuivent les actions de lutte contre les groupes armés terroristes. Les fans s'attellent à la sécurisation des populations et de leurs biens au niveau des différents théâtres d'opération. Au Burkina Faso, 8 personnes tuées dans 2 attaques terroristes. 8 personnes dont 2 employés burkinabés de Médecins sans frontières. Selon un communiqué de l'ONG, c'est un véhicule de MSF clairement identifié transportant une équipe médicale de 4 personnes dans le nord-ouest qui a été pris pour cible par des hommes armés qui ont ouvert le feu sur l'équipage. 2 employés ont été tués tandis que les 2 autres ont réussi à prendre la fuite plus tôt dans la journée. Une attaque qui s'est produite dans la région du centre-est a fait 6 morts, 3 civils et 3 volontaires pour la défense de la patrie. La tournée africaine du ministre russe des Affaires étrangères se poursuit après le Mali et la Mauritanie. Sergueï Lavrov est au Soudan ce jeudi où il devrait rencontrer les autorités militaires. Selon le ministre soudanais des Affaires étrangères, les discussions devraient porter sur les liens entre le Soudan et la Russie, mais également sur le rôle que Khartoum doit avoir dans les affaires des pays voisins touchés par des conflits, notamment le Tchad, le Soudan du Sud plutôt, et la République centrafricaine. Le président ukrainien, pour terminer, il était ce matin devant le Parlement européen. Volodymyr Zelensky a martelé devant les eurodéputés que la défense du territoire ukrainien contre l'invasion russe était aussi la défense de l'Europe. Merci Georges Détié-Diop, il est 12h24. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Quelle stratégie pour la relance et la réhabilitation des chemins de fer au Sénégal? C'est la question autour de laquelle est articulé notre point de vue du jour. Et pour en débattre, nous serons avec M. Mayacine Camara, président du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal et ancien secrétaire d'État au réseau ferroviaire, ainsi qu'avec Babacar Gaye, secrétaire général du SUTRAI, le syndicat unique des travailleurs du rail. RFM Sport. Le journal des sports présenté par vous, cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Souleymane, et bonjour à tous. Football d'abord, qualification mondiale féminin senior. Les Lions poursuivent la préparation en Nouvelle-Zélande. Oui, en match de préparation, les Lions présentes dans ce pays ont livré un match amical contre une équipe masculine locale de moins de 17 ans. Elles ont perdu par 4-1. Et lors des barrages, le Sénégal va croiser Haïti et Chili. C'est du 17 au 23 février prochain. Après le sacre de la Coupe d'Afrique des Nations, du championnat d'Afrique des Nations, le Sénégal entretient l'espoir de gagner la prochaine CAN U20 prévue en Égypte. Avec un effectif renforcé par la présence de 4 champions du CHAN 2023, les protégés de Malick Daf devraient en principe réussir un bon tournoi, si l'on en croit notre confrère de imedia.sn, Lamine Mandiang-Diédhiou, que nous allons écouter des propos recueillis par Pape Malick Diaw. C'est une liste équilibrée avec la présence remarquée de 4 champions d'Afrique, 4 joueurs qui étaient du voyage en Algérie, c'est-à-dire Lamine Camara, Libas Ngom, Djibril Diarra et Pape Amadou Diallo. 4 champions d'Afrique qui viennent s'ajouter à 3 expatriés que sont Mohamed Lamine Camara de la RS Berkane, Pape Demba Diop de Tulle Touaregem et Souleymane Faye de Talavera en Espagne. Donc on peut dire que déjà avec ces 7 joueurs confirmés, sans oublier les autres qui ont été appelés par Malick Daf, le coach des juniors aura l'embarras du choix puisqu'il pourra compter sur un groupe de qualité avec des joueurs confirmés. Malgré leur jeune âge, certains se sont déjà imposés dans ce championnat local. Les 3 gardiens par exemple, ce sont des joueurs confirmés qui ont eu à montrer leur talent en championnat. En défense aussi, je vois beaucoup de joueurs qui sont distingués, que ce soit Babacar Ndiaye de l'AS Douanes, Amidou Diop de Génération Foot de l'US Gorée, Mohamed Gueye de Djamba, Mbaye Ndiaye de Dakar Sacré-Cœur ou Mapen de Mou d'Espoir de Guédiawaye. Ce sont des joueurs qui sont talentueux et qui sont des défenseurs qui ont fait étalage de leur talent. Au milieu de terrain, on retrouve un certain embouteillage avec les 2 Lamine Camara, Mamadou Nying de Espoir de Guédiawaye, Ibrahima Sekho de Gorée, Pape Demba Diop, Ibrahima Seck. Il n'y a que des joueurs talentueux dans cette liste. Et en attaque, on retrouve le capitaine Samba Diallo. Avec cette liste de 26 joueurs, je pense qu'il y a de l'espoir et le Sénégal peut légitimement viser le top 3 de cette CAN U20. Les Lions se jouent actuellement en Tunisie, jouent 2 rencontres de préparation contre les Aiglons de Carthage les 11 et 14 février. En phase finale de la CAN, le Sénégal croisera donc l'Égypte, pays hôte, le Mozambique et le Nigeria. Navetan, finale zonale de Pékin, ASC Diamono s'oppose à ASC Cité Police. Une forte mobilisation est annoncée. La finale est prévue pour demain. Voici le reportage de Salamata Diallo. Sur une échelle de popularité. C'est cette ambiance qui nous accueille à la Cité Diamono de Pékin, décorée par les couleurs bleu-blanc de l'ASC. Des drapeaux flottent partout et les murs, cantines et boutiques peints avec ces mêmes couleurs. Une finale qui se prépare intensément. Hassan Thioum, président des supporters. Toutes les 3 cités se sont réunies, y compris les sympathisants. Donc la mobilisation est 100% totale. On ne laissera aucun espace à l'entrée et à l'intérieur du stade. 20 longues années sans coupe, l'ASC est déterminé à remporter le trophée cette année et ne compte pas céder face à l'équipe adverse. On ne laissera aucune chance. La coupe, uniquement la coupe, c'est notre devise. Habillée aux couleurs bleu-blanc, Oumissi, Madame Baye, présidente de la section féminine de l'ASC Diamono, nous explique comment il compte accompagner les joueurs le jour J. On fait masse de 500 mètres de loin ou bien de 300 mètres avec tous les sportifs
supporters, toute la génération pour accompagner les joueurs jusqu'au stade. Un appel est lancé aux jeunes afin de faire preuve de fair play. Et non à la violence. On fera le play. 20 ans sans remporter un trophée, l'ASC Diamono mobilise tous ses moyens pour battre l'ASC Cité Police qui de son côté est resté 6 ans sans se qualifier en finale zonale. Qui sera le vainqueur entre les deux? La réponse c'est ce vendredi au stade Alassane Djigo de Pikine. Salamata Ousmane Diallo, Pikine, pour la radio Futur Média. Lutte à présent, Bombardier, Tapha Tine, les retrouvailles, c'est pour ce week-end. Ce sera pour la deuxième fois que ces deux lutteurs se croisent dans leur carrière respective. En 2012, pour rappel, le Lion du Baol avait terrassé le B52 de Mbour, mais ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas un certain engouement pour ce combat prévu ce dimanche à l'Arène nationale de Dakar. Boubacar Diagne. Sur une échelle de popularité de 1 à 10, ce combat obtiendrait 3. Pas de panneaux publicitaires, encore moins de grosses campagnes de publicité sur ce combat qui pourtant met aux prises deux mastodontes de l'arène sénégalaise. Les deux lutteurs se connaissent bien, en tout cas c'est le moins que l'on puisse dire, mais leur cote de popularité ne dépasse pas leur environnement immédiat. En 2012, Tapha Tine a battu Bombardier sur décision arbitrale au bout d'un combat qui ressemblait plus à de la boxe sur un ring que de la lutte. Et pour ce remake prévu ce 12 février, les deux lutteurs se promettent l'enfer. En face à face contre son adversaire samedi dernier, Bombardier se dit prêt à prendre sa revanche sur le géant du Baol. Le B52 de Mbour reste imperturbable et sûr de ses forces malgré sa défaite contre le même adversaire. C'était le 24 juin 2012. Pendant ce temps, celui qui a fait cracher le B52 de Mbour il y a bientôt 11 ans de cela ne compte pas renouveler son arsenal pour répéter son exploit. Tapha Tine promet de plier Bombardier en 2 minutes. Le combat ne va pas durer selon lui. Revanche ou confirmation? Réponse ce 12 février 2023. À vous, Souleymane, pour la suite du journal. Merci, cher Tidiane Diagne. Soumari.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Georges Détié Diop. Macky Sall à Thiès, un accueil populaire a été réservé au chef de l'État. Les images dans la presse du jour le montrent. Le président de la République s'offrant un bain de foule à son arrivée dans la cité du Rail. Le Soleil le relève qui souligne qu'une marée humaine accueille le président. Un accueil en couleur renchérit le journal Le Quotidien. Source A qui fait état d'une mobilisation XXL indique que Macky Sall est à la reconquête de Thiès. En effet, le journal Le Soleil rapporte que la région de Thiès a réussi le pari de la mobilisation. Les populations sont sortis massivement pour accueillir le président de la République. Le quotidien note que pour accueillir le chef de l'État, la ville de Thiès s'est parée de toutes les couleurs. En plus du drapeau national, ce qui se voyait le plus, c'était les affiches et pancartes aux noms et couleurs de chaque leader local dont chacun avait mobilisé ses partisans. Et sur ce terrain, certains se sont plus distingués que d'autres. Ainsi, le quotidien parle d'une bataille de leadership. En tous les cas, pour Tribune, Macky Sall a mobilisé à Thiès pour le 3e mandat. Des cars ont afflué de partout vers la capitale du Rail. Tribune qui souligne par ailleurs la nécessité d'évaluer les engagements du premier conseil des ministres dans cette région. L'Observateur s'y met et fait l'inventaire des projets annoncés depuis 2012. L'Observateur parle d'un bilan mitigé. Mon confrère qui rappelle que près de 10 ans après avoir mobilisé 447 milliards de francs CFA pour l'émergence de la région de Thiès, Macky Sall revient dans la capitale du Rail jusqu'au 11 février. Le Soleil affirme que l'État du Sénégal a fait d'importantes réalisations dans les domaines de l'emploi des jeunes, de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture, du tourisme, des infrastructures, entre autres. Les infrastructures, justement, Sud Quotidien s'arrête sur la réhabilitation et la relance du chemin de fer. Le journal se pose la question de savoir si le train va siffler à nouveau à la gare de Thiès. Le lancement des travaux de la ligne de chemin de fer Dakar-Tambacounda et la suite des travaux détermineront la reprise du trafic ferroviaire entre Dakar et Tambacounda via la cité du Rail. Un grand défi pour le chef de l'État qui s'est engagé maintes fois à la relance du train. L'affaire du viol présumé au salon Suite Beauté. Libération révèle que la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar statue ce matin sur la requête des avocats de Ousmane Sonko. C'est suite à l'appel introduit contre l'ordonnance de renvoi et de mise en accusation prise par le doyen des juges d'instruction contre Ousmane Sonko pour viol et menace de mort. À ce sujet, Source A indique que c'est juste pour gagner du temps. Et pour cause, le journal fait savoir
que le recours des avocats des leaders de PASTEF est illégal au regard des dispositions des articles 179 et 180 du Code de procédure pénale. Un pourvoi en cassation comme option si la décision est défavorable au maire de Ziguinchor. Toutefois, rien n'empêche le procureur de choisir une date pour le procès Sonko Adji Sarr en accord avec le président de la chambre criminelle. Une interview à lire dans l'Observateur, une interview avec Malik Gakou, leader du Grand Parti. Quelques passages à la une de l'Observateur. Le Grand Parti n'est pas dans le sectarisme et le voyeurisme. Il est impensable que nous puissions subir un diktat de quelque nature que ce soit. Je reste constant dans ma détermination à défendre Ousmane Sonko. Les sports pour boucler à la une de Record. CHAN 2022, tir, possession, passe, entre autres, le bilan d'un parcours de champion à lire à la page 5 de Record. À la première page de Stade 2023 démarre bien avec le sacre du CHAN et maintenant place à 6 nouveaux défis, s'exclame le confrère. CAN U20, les Lionceaux visent le sommet des pyramides mondial féminin, franchir les barrages et rejoindre Océanie. CAN 2024, décrocher le ticket pour Côte d'Ivoire dès mars. Beach Soccer, le rêve de conquérir le monde. À vos kiosques et bonne lecture. Soumari.com et Ecobank, la banque panafricaine, vous ont offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous souhaitons nous arrêter sur l'un des volets les plus importants de la tournée économique du chef de l'État à Thiès. Vous avez suivi tout à l'heure dans notre édition quelques échos du Conseil présidentiel qui se tient actuellement. Et l'un de ces volets, c'est la relance et la réhabilitation des chemins de fer au Sénégal, du rail. Et pour en parler notamment des voies et moyens, nous sommes en ligne et en direct avec M. Mayacine Camara, président du conseil d'administration de la Société nationale Les chemins de fer du Sénégal et ancien secrétaire d'État au réseau ferroviaire. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur Mayacine Camara, bonjour. Mayacine Camara, que nous n'avons pas en ligne pour l'instant. Nous espérons le retrouver dans un instant. Babacar Gaye, bonjour. Babacar Gaye non plus. Nous allons regarder cela avec la technique. Donc nos deux intervenants que nous comptons avoir dans un instant, si le téléphone le permet, pour discuter des voies et moyens de relancer le ferroviaire au Sénégal, comme cela est discuté actuellement lors de la tournée économique du président de la République dans la région de Thiès, la capitale du rail. Nous espérons les retrouver dans un instant. Quelques soucis techniques nous empêchent malheureusement de vous proposer, pour aujourd'hui en tout cas, et pour cette édition du Grand Journal, notre rubrique Point de vue. Nous nous en excusons et nous espérons retrouver nos deux intervenants, Mayacine Camara et Babacar Gaye, dans notre édition en Wolof. Sinon, nous remettrons ce sujet au devant de l'actualité dans les jours à venir et nous aurons l'occasion de discuter de ce thème important. À 12h38, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. À la rédaction en chef El Hadj Ndjogoudien, chef d'édition Awambaï, à la mise en onde Alioune Ba, digital Yassine Pouy, à la production.